Bien, bonsoir à tous. Donc, nous allons ouvrir cette première séquence. J'ai la chance d'être assise entre ce que je considère les deux papes des réserves. Et comme ils maîtrisent parfaitement leur sujet, je sais que je n'aurai pas grand-chose à dire. C'est un rôle très agréable. Donc, Gaëlle va commencer par nous parler justement des musées. Rappelons-nous que il y a environ 55 000 musées dans le monde. Donc, ah non, 55 000. 55 000. Denis. Voilà. Soit 55 000 réserves potentiellement. Et comme chaque réserve ne fait pas qu'une salle, on passe à 550 000 si on fait une moyenne, soit un demi-million de réserves. Et on ne parle que des musées. Voilà, il y a aussi les autres. Donc, c'est face à cette multitude et cette problématique qui montre bien que c'est le cœur de nos préoccupations que Gaëlle va nous livrer son expérience. Merci beaucoup. On voit la même chose. Je vois ça. Voilà. Bonjour, je m'appelle Gaël de Guichin, je suis français, je suis très content de parler en France pour une fois, c'est si rare. La dernière fois que j'ai parlé en Belgique, j'étais obligé de parler en anglais, parce que le français, il y avait des flamands, tout ça, ça ne marchait pas. Bon, alors je suis très content de parler à un public français, et j'espère être compris, et que je n'ai pas trop perdu par mon séjour à l'étranger, la langue française. Je mettrai quelquefois un peu d'italien dedans, ça fait bien, vous savez. Bon, la partie que je dois développer est qu'ont fait les organisations internationales pour les réserves de 1934 à aujourd'hui. Et je vais vous montrer ça en 9 étapes. On ne pas dans le mauvais sens. Voilà. Alors, les organisations internationales, la Société des Nations, l'UNESCO, l'ICOM et l'ICROM, où je travaille. Bon, il faut commencer en 1934 à Madrid. La Société des Nations ferait la première conférence internationale sur les réserves. Les voilà, vous voyez, il y avait entre autres mon patron à l'époque, Dr. Plenderlis, que peut-être certains des restaurateurs s'y connaissent, de nom. Et ils ont publié un très beau livre à la fin. Il y a tellement de conférences qu'on ne met pas il n'y a pas de publication. Voilà le livre qui parle, entre autres, il y a un chapitre sur ce qu'ils appellent les dépôts, les réserves. Et dès le chapitre les dépôts, il est dit, voilà, je vous laisse le lire. Le problème est posé. Hein, et remarquez, en termes galants, ces choses-là sont dites. Bon, alors, et il parle en fait de 3 lieux, qui sont les réserves, les collections d'études et les dépôts. Alors, ce qui n'est pas exposé, c'est dispersé, et on joue au bonneto. Alors, ils disent qu'il y a 4 espaces, la salle d'exposition, les collections d'études, les réserves, les dépôts. Et alors, on pense que les réserves, c'est pour le public, les collections d'études pour les chercheurs et les dépôts pour les explorateurs. Et alors, donc, les salles d'exposition pour les collections, c'est le paradis, les collections d'études, c'est le purgatoire, et enfin, l'enfer, où vous retrouvez vos collections. Je vois que certaines personnes rient dans la salle, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont rentrées dans ces lieux. Les autres, ils ne comprennent pas. Alors, voilà un peu. Bien. Alors, quand même, c'est intéressant, il y avait une série de considérations techniques. Il parlait à l'époque de façon de regrouper l'objet, de documentation, de catalogue, d'inventaire, de localisation. Et puis, si le musée, il fallait que la réserve soit dans le musée ou à l'extérieur, des meubles, du mobilier, du laboratoire, peut-être de la poussière, des insectes, de la température, de l'humidité. Et tout ça, c'était juste, il y avait des erreurs que sur le plan de la lumière à l'époque. Mais pour tout le reste, c'était tout bon. Je dirais les problèmes que nous avons. Et évidemment, il montrait que tout ça tenait par une seule personne qui était le personnel. Pas de personnel, mais automatiquement des collections laissées à l'abandon. Donc nous voilà, nous sommes en 1934. Aujourd'hui, on est d'accord, si on va parler seulement de réserve ici. Si on parle de réserve, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la réserve est la pièce où les œuvres non exposées sont rangées dans un ordre précis en vue d'être étudiées
ou en attente d'être exposées. Et que dans ces dites réserves, il n'y a que les collections. Je crois que presque tous les musées ici pourraient faire chacun des expositions temporaires sur l'évolution de l'ordinateur, cassé, inutile, ou l'ancien mobilier du bureau du directeur. Donc, ces lieux s'appellent storage, deposit, storeroom, en français réserve, dépôt, magasin, en espagnol. Donc, des noms très variés pour un seul et même lieu qui est bien clarifié. Bon, il faut maintenant, il se passe la guerre, 34 ans plus tard, l'UNESCO, en 1968, l'UNESCO qui vient d'être créée, publie un livre qui s'appelle « La conservation des biens culturels ». Ce livre, il y a dans la table des matières, on parle des magasins, et en fait, dans tout le livre, il n'y a pas une ligne sur les magasins, mais c'est marqué dans la table des matières. C'est très intéressant, ça veut dire qu'ils y pensent, mais ils n'ont pas vu ce qu'il y a derrière. 8 ans plus tard, l'ICOM se réveille. Et l'ICOM, en 1976, à Washington, organise la première conférence internationale sur les musées avec un Français qui était à l'époque directeur pour les musées de la Smithsonian, Paul Perrault. Et là, cette conférence exceptionnelle, d'une valeur exceptionnelle, parce que vous me reconnaissez très bien là au fond, et c'est depuis lors que ça m'a marqué, vous voyez, et 42 ans que je suis breton, je suis désolé, alors je suis têtu. Là, ils m'ont montré l'état des réserves, et j'étais catastrophé, j'imaginais pas que ça pouvait être comme ça. Et à cette conférence, il a été dit quelque chose de très important, et on va y revenir. Mais comme vous savez lire, je vais me reposer la foi. Voilà. Et il y avait un collègue allemand, Herr Professeur Docteur, qui a rajouté ça, c'est de l'humour allemand. Bon, alors, on était en 1976, il se passe 3 ans, et l'UNESCO, à nouveau, fait une publication réserve dans les musées par un architecte, et cette publication, étant faite par un architecte, ne parle que d'architecture. Or, vous savez très bien que la réserve du musée, ce n'est pas seulement de l'architecture, ce n'est pas seulement du mobilier, c'est de la gestion, c'est de la localisation, c'est de la documentation, etc. Et il rajoute, à nouveau, l'UNESCO, la préparation de ce manuel sur les réserves était attendue depuis beaucoup de temps. Les réserves ont reçu très peu d'attention dans le passé et dans beaucoup de cas, ça n'a pas changé aujourd'hui. Voilà qui est dit. Et puis on rajoute, en effet, probablement, les collections ont été plus endommagées dans des réserves inadaptées que par tout autre type d'action. Ça ne vous choque pas, ça? Il est évident, et rajoute, il est évident qu'il y a d'importantes différences entre les besoins dans les musées pays techniquement plus avancés que dans les autres. Faux. Faux. Parce que c'est partout la même chose. Partout la même chose. Quel que soit le pays. Et 5 ans après, l'ICOM en 1983 se réveille à nouveau et il y a une proposition de créer un comité international pour les réserves qui a été refusée. C'est curieux, ça intéresse tous les musées et on ne va pas faire un comité international. 6 ans après, l'UNESCO et l'ICOM décident de faire une action. Et là, cette personne, Galia Sauma-Forero, qui aurait dû être là ce soir, qui ne n'était pas arrivée, à qui que je remercie énormément, elle a mis une somme importante pour lancer un programme sérieux sur les réserves. Je regrette beaucoup, elle devait être là. Il y a sa place qui est réservée. Elle est là. Merci Galia. Merci Galia. Non, mais c'est grâce à elle que tout ça est parti. Alors il faut le noter. Il suffit d'une personne pour que tout soit bien lancé ou tout soit arrêté. Donc on lance une enquête anonyme. On veut savoir quelle est la situation vraiment. Et cette enquête anonyme
Les informations arrivent à l'ICROM de tous les pays, 136 pays réponses, 1490 réponses anonymes, et là, il en sort que 60% des réserves dans le monde posent des problèmes de type varié. Entre autres, comme vous ne pouvez pas tout lire au fond, c'est écrit trop petit, 2 musées sur 3 manquent d'espace, 1 musée sur 2, les unités de rangement sont surencombrées, 2 musées sur 5 manquent de soutien du directeur pour les activités qui touchent aux réserves. 2 directeurs sur 5. 60% des directeurs ne sont pas intéressés par les réserves. Bon, manque de personnes formées, responsables des réserves mal identifiés, procédure de gestion floue, pas de nettoyage régulier. Ah si, il y a un nettoyage régulier, une fois tous les 2 ans, c'est régulier. Hein. Bon, aucun cahier de mouvement, aucun livre d'inventaire ou pas à jour, et finalement, on vous dit 1 musée sur 10 avec vol d'objets dans les réserves. Donc ça se passe partout, Asie, Afrique, Pacifique, Amérique du Nord, Amérique, pays arabes et évidemment en Europe. C'est un problème général. On obtient exactement les mêmes pourcentages dans tous les pays. C'est invraisemblable. Donc à partir de ce moment-là, il faut faire quelque chose. Et 7 ans plus tard, en 2011, l'ICROM, dans lequel je travaille, à l'Assemblée générale, bon, voilà, l'Assemblée générale, pardon, ça ne marche pas, mais ça ne fait rien, vote pour qu'il y ait un programme qui soit lancé. Et un programme est lancé, l'Assemblée générale des pays membres, le voilà qui disparaît, bon, ça ne fait rien, un programme qui va s'appeler REORG, qui va se faire pour le moment, vous trouverez toute la documentation, c'est 170 pages, vous la trouverez sur Internet, c'est en français, anglais, espagnol, portugais, catalan, même catalan, arabe, et d'autres langues. Donc, que vous pouvez voir, c'est cette méthode dont je vous parlerai brièvement plus tard. 5 ans après, l'ICOM, en 2016, Assemblée générale à Milan, c'est-à-dire il y a 2 ans, il est présenté une recommandation sur les réserves, elle est refusée. Par contre, l'ICOM, 3000 personnes, décide que dans les musées, il devrait y avoir un même nombre d'hommes et de femmes. Je vois, en observant la séance, que ça a été immédiatement mis en application, au moins à l'ICOM France. Voilà. Et donc, maintenant, dans 3 ans, l'ICOM, dans 5 mois, l'ICOM va se réunir va avoir son assemblée générale à Kyoto. Voilà, je vous conseille d'y aller, je vous suggère, etc. Et là, j'espère beaucoup que les réserves seront au cœur des musées, mais j'ai mis quelques points d'interrogation. Je vous remercie beaucoup. Donc, merci beaucoup, Gaëlle, pour cette présentation qui, j'espère, commence à décomplexer tout le monde dans la salle. Et cependant, on voit que les réserves restent quand même un sujet tabou et je voulais savoir votre opinion là-dessus. Ah oui, mais elle m'avait déjà posé la question, alors j'ai préparé la réponse. Voilà. Voilà, par l'envers. Alors, voilà. Alors, la réponse... Ah ben non, c'est... Alors, il faudrait... changer le... Attends, il faut changer le... Je ne sais pas quoi, ça, mécaniquement. Je ne sais pas. Sortir oui, je ne sais pas. Alors... Hein. C'est là-dedans, voilà. C'est le pourquoi. Voilà. Là. Bon, alors le pourquoi, on peut se dire comment est-ce qu'on en est là, partout. Et la réponse, pour moi, elle est assez simple. J'espère qu'elle va arriver là. Voilà. Pourquoi, si souvent, il n'est pas autorisé d'enseigner une réserve? Alors, il y a 1000 raisons qui vous sont données. Mais, pour moi, il y a 3 raisons, à 3 niveaux. Il y a celui qui ne sait pas, il y a celui qui ne veut pas, et il y a celui qui ne peut pas. Alors, qui ne sait pas? Qui ne sait pas, ben, c'est souvent dans les hautes sphères, les personnes qui, peut-être, enfin, dans un musée, dans une région, peut-être un ministre, il est entré une fois dans le musée pour ouvrir inaugurer une exposition, mais il n'est jamais entré dans la réserve. Donc, la réserve, il ne connaît pas et il ne connaît pas les problèmes. Et d'ailleurs, j'ajouterais qu'à l'ICOM, actuellement, c'est souvent le cas.
parce que l'ICOM est de plus en plus, et je dis ce que je pense, et je suis membre de l'ICOM depuis 50 ans, l'ICOM est de plus en plus pris par des administrateurs et par des professeurs d'université ou des professeurs qui ne connaissent pas la réalité. Fini. Ça n'enregistre pas. Je l'avais sur le cœur. Bon. Je ne veux pas. Qui ne veut pas? C'est le responsable. C'est le responsable. Pourquoi? Parce qu'il a honte de la situation. C'est horrible ce qu'on va voir. Je vais vous montrer des réalités après. C'est horrible. Hein? Et il craint les conséquences juridiques parce que si on vient à ouvrir les réserves et à faire un inventaire ou un récollement, eh bien on trouvera un nombre énorme de collections qui ont été perdues, quelquefois volées, et là, qui est responsable, c'est le conservateur. Et la troisième raison, la troisième personne, selon les techniciens, pour moi, ce n'est pas une priorité, je n'ai pas la formation, ce n'est pas à l'école du Louvre où on forme à réorganiser des réserves, ce n'est pas, ou très peu, à l'Institut national du patrimoine, donc on n'a pas la formation, on n'a pas les connaissances techniques, on essaye de faire aussi bien qu'on peut et on n'y arrive pas. Voilà pour moi les trois des raisons principales pour lesquelles les réserves aujourd'hui sont dans l'état que je vous montrerai après que Denis vous ait parlé. Voilà, donc. Le second pape va prendre la parole. À condition que je le retrouve. Alors. Comment ça marche le truc? Parfait, bien. Merci. Donc après ce survol planétaire, on va retourner modestement dans l'Hexagone, où on fait souvent appel à des termes anatomiques pour parler des réserves. Mais nous ne sommes pas encore fixés sur... Ah non, ça ne marche pas. C'est pas... Si. Non, il y avait normalement... Il faudrait le faire en... En plein écran. Plein écran. Un PDF, c'est CTRL, non? Il n'y a pas un truc comme ça? Voilà. Attends, voyons voir. Non, ça ne marche pas. Bon, bah écoutez, j'avais des effets extraordinaires. Oui, mais les effets, ils marchent pas en PDF. Ah bah alors, ça c'est raté. Bon, bah alors écoutez, mes effets sont foutus. Essaye avec ça. Tu crois? Non, mais c'est parce que c'est un PDF. Pourtant, j'avais envoyé un PowerPoint, mais bon. Bah écoutez, on s'en passera, c'est pas grave. Bon, il n'y aura pas d'effet de surprise. Donc, nous ne sommes pas encore vraiment fixés sur les fonctions vitales assurées par la réserve. Est-ce la circulation, la respiration, la décision? Et de quel corps parlons-nous? Que nous disent ces métaphores? Quel que soit l'organe sollicité, elles se réfèrent à une idée de mouvement, d'échange, après celle de centre, milieu ou pôle. La réserve serait donc le point central, d'où le mouvement des collections est rendu possible. Alors là aussi, il y avait... Voilà. Réserve dynamique, mais qui ne rend pas compte de la nécessité de conserver dans des conditions optimales les collections pour qu'elles soient accessibles et disponibles sur le long terme. Il faut donc ajouter deux autres qualités à la mise en réserve, la stabilité ou la tranquillité, et l'idée de rangement pérenne, fonction du musée et objectif de la conservation des collections. Si la fonction doit satisfaire un objectif, elle sera l'expression de ce que l'on veut faire et les résultats à attendre. Dans notre cas, c'est organiser des espaces et des collections de façon rationnelle et durable pour accéder à un maximum d'objets en un minimum de temps. Du point de vue des réserves, nous pouvons dégager trois fonctions liées entre elles. Il y a la fonction d'exploitation qui serait rendre les collections disponibles, la fonction de rangement, rendre les collections accessibles, et la fonction de service qui serait rendre les collections mobiles. Pour réaliser les fonctions, elles doivent développer plusieurs fonctionnalités. Alors, si on entend par fonctionnalité des moyens pour assurer une fonction, moyens et organisation pour assurer une fonction. On aura comme fonctionnalité pour le rangement pérenne et l'accessibilité inventorier, aménager, équiper, pour rendre accessible, classer, ordonner, installer, ranger, et pour rendre mobile, conditionner, circuler, déplacer les objets d'un point à un autre.
La mise en réserve et son organisation couvrent donc une fonction qui dépend et dont dépendent beaucoup d'autres dans le musée. D'où cette idée de centralité à la fois du lieu des réserves et de la fonction. En 1980, c'est cette conception qui fut le fil conducteur du texte de Johnson et Organ dans leur livre « La mise en réserve des collections ». Je les cite. « Pour déterminer ces différentes activités et leur importance relative, un musée doit avoir une conception d'ensemble. Beaucoup de musées négligent l'interrelation qui existe entre leurs diverses activités. » Alors c'est maintenant un acquis, mais c'est un lent processus qui permet d'en arriver là. En 2 siècles, nous sommes passés d'une accumulation sauvage à une accumulation gérée. Et des étapes jalonnent notre histoire française des réserves. À l'occasion de la conférence de Madrid en 1934, dont a parlé Gaël, Louis Hautecoeur, historien de l'architecture, republie un texte qu'il avait déjà publié dans Muséon quelques années auparavant, qui est un texte de synthèse muséographique. C'est un texte qui s'appelle « Architecture et aménagement des musées ». Il y développe l'idée originale pour l'époque de programmation architecturale et il préconise d'y dédier des espaces propres. Alors je le cite, « Le programme impose le plan du musée, c'est-à-dire la forme des salles, la distribution, la circulation. » Plus loin, il dit « La plupart des magasins de peinture comprennent des panneaux glissant sur rails. Ces magasins ne doivent pas être des recoins dispersés dans le musée, mais de vastes salles claires et accessibles. » Beaucoup d'années plus tard, on retrouvera exactement le même type de principe et de disposition. Ces principes qui annoncent la réserve fonctionnelle qui sera adoptée au cours du siècle. C'est ainsi qu'en 1937, dans le musée de l'Homme conçu par Rivette et Rivière, des lieux de réserve sont dédiés, organisés et équipés, et à ce point bien conçus qu'ils seront encore en usage jusqu'au départ des collections d'ethnographie en 2004. Voulu aussi par Georges-Henri Rivière en 1955 et inauguré en 1972, le nouveau musée des arts et traditions populaires du Bois de Boulogne prévoit de vastes zones de réserve, que nous pourrions qualifier maintenant de classiques, et surtout une galerie d'études originales, espace intermédiaire entre réserve et exposition densifiée d'objets, qu'on appellerait maintenant réserve visitable. Alors qu'en 1982, le musée d'art et d'histoire de Saint-Denis reçoit du Conseil de l'Europe le prix des musées européens, sans avoir de réserve prévue dans son programme, il ne peut plus être conçu maintenant de musée sans elle. Exemplaire de ce point de vue, bien qu'il soit canadien, le musée canadien de l'histoire... Le musée canadien de l'histoire, l'ancien musée canadien des civilisations, situé à Gatineau, imaginé en 1989 par l'architecte Douglas Cardinal, qui étudie et analyse d'abord les fonctions internes pour leur donner des formes précises et construire l'édifice autour d'elles. Il conçoit ainsi un bâtiment spécifique dédié aux réserves, qui reste encore aujourd'hui exemplaire dans sa conception et son organisation. Les fonctions de service et d'exploitation sont en périphérie du bâtiment et les réserves sont centrées et ainsi protégées par ces zones de service. Bien des réalisations récentes pourraient illustrer cette nouvelle façon d'aborder la gestion des réserves, la question des réserves, partir d'une étude des besoins pour définir un programme et non l'inverse. On pourrait citer le CNAM, en premier lieu évidemment, le musée Guimet, le Petit Palais, le musée de Dijon, de Nancy, le Centre de conservation et de ressources, CCR, du MUSEM de Marseille, sur lequel on reviendra, je pense, dans la soirée. Pour répondre à ces évolutions, des méthodes d'évaluation sont de plus en plus utilisées pour établir un réseau de valeurs qui permet d'analyser et de définir les contraintes. C'est ce que soulignera la mission Richert. Non, c'est normal. De la Commission culturelle du Sénat en 2002-2003 et ses 22 propositions de son rapport « La gestion des collections des musées ». Les sénateurs appellent à établir des constats, à mieux connaître les collections et à reconnaître aux réserves leur caractère central et fonctionnel, c'est leur propre terme. Le rapport préconise, dans ses conclusions, d'établir des normes techniques concernant l'organisation et le fonctionnement des réserves. Alors ce sera chose faite plus tard, en 2012, où une norme européenne s'y consacre, la norme NF-EN 16141, conservation des biens culturels, pôle de conservation.
Elle encourage à penser les réserves, surtout quand elles sont externalisées, en termes de pôles de conservation, impliquant une organisation générale des activités en circuits fonctionnels, où selon une approche systémique, toutes les fonctions sont en relation les unes avec les autres, ce qui donne ce genre de schéma fonctionnel, schématique en l'occurrence. Un très important effort de rénovation a été entrepris depuis les années 1970 par les musées de France. Mais il reste encore de nombreux points noirs et une évaluation de l'état des réserves en France sur le modèle de ce qui s'est déjà fait en Hollande ou en Belgique est crucialement nécessaire maintenant. Car nous devons convenir, en accord avec le rapport Richert, qu'il ne peut être alloué des moyens financiers à une politique des collections que si les besoins sont identifiés et quantifiés. Il y a bien l'obligation, depuis 1982, d'inscrire les plans d'investissement dans une réflexion préalable à travers un projet scientifique et culturel, PSC. Celui-ci devrait formaliser, avant la réalisation architecturale, l'organisation des réserves en définissant priorités, moyens et objectifs. Or, dans la muséofiche améliorée de 2007 sur le PSC, comportant 24 pages au lieu des 3 pages de la première mouture, la question des réserves est abordée en une demi-page, dans un tableau qui se développe sur 14 pages. Portion congrue si on voulait faire des réserves le point nodal des musées. Il y avait en 2014, après le rapport de l'Assemblée nationale sur la gestion des réserves et des dépôts des musées, 48% des établissements qui disposeraient d'un PSC, soit 498 musées de France sur 1158. Alors je cite au passage la région Bretagne, qui est la meilleure région métropolitaine, avec 90,9% de PSC. Honneur aux Bretons. Mais ce rapport d'information consacre aux réserves seulement 3 chétives propositions sur un ensemble de 47, sous le titre « Pour une gestion rénovée des réserves des musées de France », dont la première en appelle à engager dans le cadre du projet scientifique et culturel une réflexion prospective sur les réserves, sans en dire plus avec quels moyens le faire. Les 2 suivantes suggèrent pour l'une d'ouvrir sous conditions certaines réserves témoins au public des musées. Une telle proposition permet de stabiliser ou de pérenniser le niveau de performance des réserves soumises au regard du public, mais si elle conforte les réserves déjà performantes, qu'en est-il de celles qui ne sont pas encore au niveau ? Et, pour la dernière, une réflexion sur l'hypothèse de réserve mutualisée des musées nationaux parisiens menacés par la crue centenale. Alors, une réflexion sur l'hypothèse de réserve. On appréciera la précaution oratoire. Cela fait 30 ans que nous sommes dans la réflexion de l'hypothèse que cela est urgent. Mais qu'en est-il de la réflexion sur l'hypothèse du niveau des réserves des musées de France dans leur ensemble ? Mystère. Donc, 16 ans après le rapport Richert, dans quelle mesure s'est réduite la persistance de situations préoccupantes soulignées par ce rapport ? En fait, les conclusions de l'Assemblée nationale vont dans le sens des tendances actuelles, qui sont l'externalisation, la mutualisation et l'accès du public aux réserves, et fait l'économie d'une réflexion de fond. Sont-elles des voies de modernisation, comme prétend le rapport, sans le démontrer ? Depuis son apparition dans les années 70, la visibilité ou la visitabilité des réserves n'a pas engendré une amélioration notable de leur état. Réserves visibles, réserves visitables, que pouvons-nous faire de ces recommandations ? En passant, constatons que le désir d'ouvrir les réserves au public ne s'accompagne pas dans la présentation des institutions patrimoniales sur les sites Internet d'une préoccupation évidente pour les réserves. Les 25 sites qui présentent des PSC que j'ai pu consulter en parlent peu. 55% y consacrent à peine 2% de leur page en moyenne, ce qui correspond à peu près à la place qui est accordée dans la muséofiche PSC. 40% n'en parlent pas du tout. 8% esquivent en déplaçant vers l'externalisation la question de leurs réserves. Alors, que sont les réserves ? Fonction vitale ou non ? Comment atteindre la conscience du public ? Comment lui faire apprécier cet aspect obscur de nos institutions si on l'occulte constamment et si la nécessité n'est pas encore inscrite dans la mentalité de nos responsables ? Je laisserai la conclusion à un illustre et visionnaire conservateur des archives. Je veux parler de Philippe IV le Bel, qui en 1309 attendait des archivistes qu'il voit, examine, met en ordre et range dans les armoires les lettres, chartes et privilèges, afin de les conserver le mieux possible pour qu'ils soient le plus sûrement et le plus facilement utilisables lorsqu'il sera nécessaire. Et qu'il fasse tout ce qu'il faut pour les conserver sûrement et les retrouver rapidement. On attend encore. Eh bien, nous allons peut-être voir maintenant, Gaëlle, qu'il existe des solutions
qui prouve qu'il n'est pas obligé d'avoir 1 million dans chaque poche pour ranger sa réserve, et qui nécessite plutôt de la présence humaine et du bon sens et de la coordination. Bon sens, un peu de bonne volonté. Attendez, je vais passer cette machine. Voilà. Oui. Bien. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette méthode que nous avons, qu'à l'ICROM, on a développée et mis à disposition du public. Et cette méthode, donc, qui est publiée, etc., c'est pas, je dirais, tout le monde, il y a beaucoup de personnes probablement qui ont réorganisé des réserves un jour ou l'autre, et il n'y a pas besoin d'utiliser cette méthode. Mais cette méthode, bon, elle existe, elle est écrite, et elle peut être modifiée, appréciée. Il y a quand même un certain nombre de choses qui sont bonnes et qui doivent être prises en considération. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette méthode? Voilà, il y a 4 éléments. Le premier, c'est que, d'abord, on étudie 4 secteurs d'études. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce n'est pas seulement une question de bâtiment et d'architecte. Non. C'est une question de gestion, directeur, administrateur. C'est une question pour les collections du bâtiment, donc oui, l'architecte. Les collections, c'est une question aussi du documentaliste, du registre, mobilier, etc. Donc on va étudier les 4 secteurs. Ensuite de ça, on va faire une auto-évaluation. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui vient, une auto-évaluation. Chacun d'entre vous, vous êtes assez grand pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Donc il y a une série de 60 questions, tant sur le bâtiment que sur la gestion, que sur la collection et sur le mobilier. Et on fait une fiche d'auto-évaluation, on a un certain nombre de points, etc. Et suivant les secteurs dans lesquels on se trouve, on voit si c'est dramatique, si c'est mauvais, si ça pourrait être améliorable ou si c'est parfait. On a 10 critères de qualité. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne réserve? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne réserve? Il faut un peu de bon sens. Bon, allons-y entre nous. Bonne réserve, c'est il n'y a que les collections. Ah, ben déjà, si on enlève tout ce qui n'est pas la collection, on a fait de l'espace. Deuxièmement, il y a, espérons, que des objets inventoriés. Ah, plus difficile. Troisièmement, oui, mais on rit, mais c'est grave. Hein, c'est grave si c'est pas. Bon, troisièmement, aucun objet par terre. Ah, oui, ben, vous allez voir ce que vous allez voir d'ici peu. Vous savez, les musées dans lesquels on doit faire du slalom comme ça, là, voilà, hop, vous connaissez ça? Bon. Ensuite de ça, les objets qui vont être sur du mobilier, et on va pouvoir identifier un objet, le prendre sans se déplacer plus de 2 objets. Ah, oui, ben c'est rare. Et puis, quatrième critère, simple, à partir du fichier, on retrouve un objet en 3 minutes. Comme dans une bibliothèque. La bibliothèque a 100 000 livres, vous qui entrez dans la bibliothèque, vous pouvez trouver en 3 minutes le bouquin que vous cherchez. Et ce n'est pas le cas dans les musées. C'est un peu dommage. Enfin, ce sont seulement 4 des critères évidents qui devraient être appliqués. Et puis, après ça, on travaille en 4 phases. On crée une équipe sans toucher aux collections. On étudie sans toucher aux collections. On propose sans toucher aux collections. Et à ce moment-là, seulement on exécute. Grosso modo, nous travaillons sur 2 semaines. Ce que je vous montrais, c'est tout en 2 semaines. 2 semaines. 1 semaine pour ça, on n'a pas touché les objets, et 4 jours pour l'exécution. Alors, il y a 4 mots essentiels. Identifier les problèmes, mesurer ces problèmes, combien est-ce qu'on a de surface, combien d'occupation au sol, regrouper les collections qui ont été dispersées dans le temps, dans différentes salles. Je viens de sortir d'un musée, Kuwait, 5 réserves distantes de 20 km, et éliminer évidemment tout ce qui ne devrait pas être dans la réserve. Alors je vais vous montrer ce que j'appelle le monde merveilleux des réserves, c'est-à-dire un certain nombre de résultats. Vous savez, le avant-après. Hein, les restaurateurs, ils sont ça. Alors moi, dans la conservation préventive, malheureusement, on ne peut pas montrer avant-après. Mais c'est seulement le domaine dans lequel on le peut, c'est dans la réorganisation des réserves. Alors je vais vous montrer de avant-après. Vous savez, avant, après.
Bon, alors, on va faire le tour du monde. On va partir du Santiago du Chili, non, de Buenos Aires, Santiago du Chili. On se retrouve ici en Chine, en Inde, en Portugal, en Belgique, à Alger et au Nigeria, sur les 5 continents. Alors, je vous montre, voilà. Parce que la méthode, maintenant, elle a été utilisée dans plus de 40 pays, et là, dans à peu près, il y a 200 musées dans lesquels ça a été appliqué, et donc, au fur et à mesure, la méthode a été améliorée. Je vais vous montrer des résultats avant-après. Alors, voilà en Argentine. Tiens, Argentin, bon, voilà les corridors du musée d'art contemporain. Oh, c'est agréable. C'est quand même mieux quand c'est après. Le fondu enchaîné est magnifique. Voici le Chili, autre musée d'art contemporain. Plus aucun objet au sol, etc. Maintenant, on peut trouver l'objet en 3 minutes. On passe en Chine, musée archéologique. Voilà après. Ici, on est en un musée ethnographique à New Delhi. Alors tout ça, vous allez me dire, ça coûte cher. C'est pas vrai. Dans la plupart des cas, ça ne coûte pas cher. On peut trouver des solutions extrêmement peu chères. On peut faire la même chose en dépensant beaucoup d'argent. C'est vrai. Et certaines fois, il faut dépenser de l'argent. Certaines fois, il faut. Mais là, on a dépensé 0. On a tout trouvé sur place. Encore ici, vous voyez, noir, etc. Voilà après. On travaille avec plaisir dans un endroit comme ça. Alors, ici, c'est en nord de l'Irak, un musée archéologique. On a dépensé 0 encore là. Ici, c'est en Grèce. En Grèce, le ministre a dit « toutes nos réserves sont en parfait état ». On a dû le faire en douce. Hein, voilà le musée Kéramikos, que vous connaissez. Voilà, alors ça paraît simple, mais ce n'est pas aussi simple que ça paraît. Ici, on est au Portugal, au musée de la ville de Lisbonne. Voilà une des 7 réserves, la réserve de mobilier, voilà maintenant, qui est transformée en réserve visitable. Tout ceci est là, on a dépensé 0. Bon, on passe en Algérie, tiens. Bon, il y a 300 tableaux qui sont par terre. Alors là, oui, il faut dépenser quelque chose. Oui, là, voilà, oui, on a dépensé quelque chose. Mais quand vous avez 300 tableaux par terre, vous ne pouvez pas faire autrement hein, que de trouver des racks, etc. Bon, encore en Algérie, l'archéologie, 0. Là, on est 4000 objets au sol. 4000 objets au sol. Alors là, on a dépensé, oui. Là, on a dépensé. Voilà. C'est la même vue, hein. Bon, et dernièrement, le dernier, là, on est au Nigeria. Bon, au Nigeria, pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique, cette civilisation Nok fantastique, 300 ans avant le Christ, voilà les objets Nok, dont certains, il y en a 900. Certains coûtent 1 million d'euros. Voilà après. Alors là aussi, on a dû dépenser. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait en 8 ans, puisqu'on a lancé le programme en 8 ans? Bon, des collections ont été sauvées. Ça, ce ne sont que quelques exemples. Hein. Des collections ont été utilisées. Le personnel est motivé. Ça, c'est très important. Le personnel, tout d'un coup, il se rend compte que la collection, elle peut servir pour des expositions temporaires. Et le public est impliqué. Parce que ce n'est pas uniquement un problème technique. Ces collections, elles doivent être restituées au public. Donc, nous, chaque fois, si l'on peut, on fait une exposition temporaire avec les objets qu'on a trouvés. On va retrouver. Alors, ça, c'est la seconde conférence sur les réserves. On attendait 40 personnes, on en a eu 210. Voilà, vous voyez, les gens sont contents. Ils sont contents. Hein. Ils sont contents d'avoir sauvé les collections. Ça fait plaisir. Regardez. Hein. Ils se sentent les gardiens de la mémoire. Et regardez celle-là. Ça, c'est au Portugal. C'était il y a 3 mois. Vous ne forcez pas les gens à être comme ça. Vous ne leur dites pas, attendez, cheese, non, non, non.
ils sont fiers, ils ont appris quelque chose. Et ils se rendent compte que les collections sont sauvées. Alors, pour nous, c'est très très important. Mais, je voulais vous montrer ce qu'on peut faire avec le public. Et ce qu'on a fait, et ça me prend encore 1 minute. Hein, voilà, quand on a fait au Nigeria, on a restitué les collections. Et il y a eu une grande fête. Sont venus 10 rois, leurs gardes du corps, des milliers de personnes. Et ces milliers de personnes nous ont fait une fête. C'est la fête. C'est la fête. Mais vous savez, vous êtes touché quand vous avez ça. Pendant 1 heure. Et alors vous dites, mais attendez, ça a duré 1 heure comme ça. Là, vous n'avez qu'un petit extrait. Et alors, à un moment, on est là. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, non, qu'est-ce qu'ils disent? Et qu'est-ce qu'ils disaient? Vous avez vu, c'est une mélopée. Hein? Ils disaient, à qui est-ce que ça appartenait? À nos ancêtres. À qui ça appartient? À nous. À qui ça appartiendra? À nos enfants. Pendant 1 heure. Vous voyez, la réorganisation des réserves, ce n'est pas seulement un petit problème technique fait par un architecte. C'est fait par tout le monde au bénéfice de tout le monde. Merci. Alors, je me doutais que je n'aurais pas grand-chose à faire. Donc, en revanche, bon, on va peut-être 1 ou 2 petites questions à Denis et Gaël. Ah, je ne fais aucun reproche. Et 1 ou 2 petites questions avant de laisser la place à la seconde table ronde. Non, mais tout a été dit, peut-être. Ah, une petite question. Le micro va passer. Voilà. Bonjour, Eva Daillot, professionnelle de musée, différents endroits. Voilà, la question de rendre tous ces objets de réserve accessibles aux personnes, à la population. Là, les gens font la fête, je ne sais pas s'ils ont vu les objets ou s'ils savent seulement que ça a été rangé, qu'on a retrouvé des choses et préservé. Mais rendre les réserves accessibles, pour avoir été régisseur d'œuvres, c'est pas forcément simple quand elles n'ont pas été conçues pour être visitables. Après, il y a aussi les expositions, évidemment, mais c'est pas... Tout n'est pas esthétique à proposer aux visiteurs. Les collections d'études, notamment, qui peuvent être passionnantes pour nous. Mais voilà, donc il n'y a pas une restitution particulière, c'est un peu difficile. Et est-ce que, avec tous les moyens que nous avons actuellement d'inventaire informatisé et de numérisation, est-ce que des réserves visitables virtuelles sont quelque chose à envisager, selon vous, pour les rendre accessibles à tout un chacun? Bah, enfin, pour moi, je pense qu'on en parlera, réserve visitable, et on en parlera pour la troisième partie. Non Si. Je crois qu'on en parlera dans la troisième partie. La deuxième ou la troisième partie. Donc là, ils vous répondront à cette question-là. Alors, gardez cette question pour tenir à ce que après. Nous garde en réserve. Merci. La garde en réserve. Rangez-la correctement, qu'on la retrouve. Et pas en dépôt. Hein. Non, mais... Voilà. En revanche, moi, je retiens l'idée qu'il serait peut-être temps de créer un groupe sur les réserves à l'ICOM. Voilà. Et que, voilà, ce serait bien que la France et d'autres pays portent ce projet.
Donc, nous passons donc à la deuxième table ronde. Merci beaucoup.